Le réveil n'était pas un téléphone, c'était la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux fleuris et parfois la voix d'une mère qui appelait pour le petit déjeuner. Dans les années 1970, se réveiller était une expérience sensorielle complète. Le craquement du parquet sous les pas de la mère de famille, l'odeur du café qui montait des escaliers en bois et ce silence particulier, celui d'un matin sans notification, sans bip électronique. Juste le chant des oiseaux par la fenêtre entr'ouverte et le murmure lointain de la radio que le père écoutait déjà en bas. La maison était le cœur battant de cette adolescence. Pas un simple lieu de passage, mais un véritable foyer où plusieurs générations cohabitaient parfois sous le même toit. Le salon avec son imposant buffet en bois sombre, la cuisine où trônait la toile cirée à carreaux et cette odeur caractéristique de cire à parquet qui embaumait les corridors. Les adolescents partageaient souvent leur chambre avec un frère ou une sœur. L'intimité était un luxe rare, mais cette proximité créait des liens indéfectibles. Le respect des aînés n'était pas une option, mais une évidence, transmise naturellement de génération en génération. La chambre d'un adolescent des années 1970 racontait une histoire, son histoire. Les murs tapissés de posters découpés dans « Salut les copains », Claude François dans son costume blanc à paillettes, Johnny Hallyday avec sa mèche rebelle ou Sylvie Vartan souriante. Le tourne-disque trônait fièrement sur une étagère bricolée par le père. À côté, quelques livres de poche aux couvertures colorées, le Club des 5, les 6 compagnons ou pour les plus âgés, les premiers Stephen King traduits en français. Le bureau, souvent hérité d'un oncle ou d'un cousin, portait les marques du temps et les graffitis discrets laissés par les générations précédentes. Le réveil mécanique Bayard ou Jazz, dont le tic-tac rythmait les nuits, était posé sur une petite table de chevet. Des magazines empilés, des cahiers de cours soigneusement recouverts de papier craft et peut-être, caché dans un tiroir, un journal intime fermé par un minuscule cadenas. Le matin commençait par une routine immuable. La salle de bain était un lieu de passage rapide, souvent partagé entre frères et sœurs. Pas le temps de s'attarder, juste une toilette rapide à l'eau froide pour se réveiller complètement, un coup de peigne dans les cheveux, et c'était tout. Le miroir était un espace négocié où l'on se bousculait gentiment. Les produits de beauté se limitaient généralement à un savon cadmium ou le chat et peut-être une eau de Cologne pour les grandes occasions. Les filles s'attachaient les cheveux avec un simple élastique ou un bandeau sans passer des heures à se coiffer. Les garçons domptèrent rapidement leurs mèches avec un peu d'eau. Le dentifrice Signal au tube vert et blanc était partagé par toute la famille, laissant ses traces blanchâtres caractéristiques sur le lavabo émaillé. Puis venait le moment du petit déjeuner. La cuisine était le centre névralgique de la maison à cette heure matinale. Sur la table, une toile cirée aux motifs géométriques ou floraux accueillait les bols colorés. Le chocolat chaud fumant était souvent du banania avec son célèbre yabon ou du benko aux notes plus amères. Certains préféraient le ricoré, ce substitut de café au goût si particulier. Les tartines étaient généralement grillées sur le gaz à l'aide d'une grille métallique qu'il fallait retourner manuellement. On les tartinait généreusement de confiture maison ou de pâte à tartiner Nutella, encore considérée comme une gourmandise exceptionnelle. Les conversations du matin étaient brèves, rythmées par les informations que le père écoutait sur son transistor. Une fois le repas terminé, on débarrassait rapidement sa place, on attrapait son cartable en cuir ou en sky, et c'était l'heure de partir pour l'école. L'apparence vestimentaire des adolescents reflétait parfaitement cette époque. Pas question de passer des heures à choisir sa tenue. Les vêtements étaient avant tout fonctionnels, souvent choisis par les parents. Les garçons portaient invariablement des pantalons en velours côtelé en hiver ou des jeans Titus, moins coûteux que les Levi's qui représentaient le summum du luxe adolescent. Les chemises à carreaux ou les polos en acrylique aux couleurs vives étaient portés sous des pulls tricotés par la mère ou la grand-mère. Les filles alternaient entre les jupes plissées qui descendaient sous le genou et les pantalons pattes d'éléphant. Les pulls à col roulé et les chemisiers à motifs fleuris complétaient l'ensemble. L'hiver, tout le monde enfilait ces anoraks colorés qui faisaient un bruit caractéristique quand on bougeait les bras. Aux pieds, les incontournables tennis patogas blanches pour le sport et peut-être, pour les plus chanceux, une paire de Adidas à 3 bandes, fierté absolue de la cour de récréation. Le trajet vers l'école n'avait rien à voir avec les déplacements minutés d'aujourd'hui. Pas de parents taxi, pas de téléphone pour prévenir d'un retard. Les adolescents partaient généralement à pied ou à vélo, parfois en bus pour les plus éloignés. Ces moments de trajet étaient des parenthèses de liberté. En groupe, on échangeait les derniers potins, on révisait à la dernière minute pour l'interrogation du jour. Seul, on observait les saisons changer le long des rues familières, on rêvassait en sifflotant le dernier tube de Michel Sardou ou de Mike Brandt. Pas d'oreillettes pour s'isoler du monde, mais une immersion totale dans l'environnement. L'odeur du pain frais devant la boulangerie, le bonjour rituel aux marchands de journaux, le chien du quartier qui accompagnait fidèlement les écoliers jusqu'au carrefour. Les rues étaient de plus calmes, moins encombrées de voitures. On connaissait les voisins, les commerçants, les facteurs.
Ce trajet quotidien était une transition douce entre le cocon familial et l'univers scolaire. L'école des années 1970 incarnait encore une autorité respectée et structurante. Dès l'entrée dans l'établissement, le silence était de rigueur. Les élèves se rangeaient en file indienne dans la cour attendant que le professeur vienne les chercher. Les salles de classe, avec leurs tableaux noirs et l'estrade surélevée du maître, imposaient naturellement le respect. L'odeur de craie et d'encre violette imprégnait les lieux. Les pupitres en bois, souvent gravés discrètement par des générations d'élèves, s'alignaient face au bureau imposant du professeur. Les cahiers étaient soigneusement recouverts de protège-cahiers colorés, les plumes sergent-major trempées méticuleusement dans les encriers en porcelaine. Les punitions pouvaient être sévères, se tenir debout au coin, recopier des lignes ou, dans les cas les plus graves, être envoyé chez le directeur, figure d'autorité absolue. Mais cette rigueur n'empêchait pas une vraie camaraderie de se développer. Pendant les récréations, garçons et filles se séparaient naturellement. Les garçons jouaient aux billes, échangeant les précieuses agates et calots, ou s'affrontaient dans d'interminables parties de football avec un ballon en plastique. Les filles sautaient à l'élastique, jouaient à la marelle ou formaient des groupes serrés pour échanger confidences et petits secrets. Les cours eux-mêmes suivaient une structure immuable et rassurante. La matinée commençait souvent par une dictée ou une rédaction. L'orthographe et la grammaire étaient enseignés avec rigueur. Les élèves apprenaient au par cœur les règles du participe passé, les exceptions des verbes irréguliers et les subtilités de la langue française. Les cours d'histoire mettaient l'accent sur les grandes dates et les personnages illustres de l'histoire de France. Les mathématiques exigeaient les précisions et méthodes avec un accent particulier sur le calcul mental. Pas de calculatrice, il fallait savoir poser ses opérations et les résoudre étape par étape. Les professeurs, généralement vêtus avec sobriété, incarnaient une autorité naturelle. Certains étaient craints pour leur sévérité, d'autres appréciés pour leur capacité à rendre vivantes les matières les plus austères. Mais tous bénéficièrent d'un respect qui n'était pas remis en question. Quand un professeur entrait dans la classe, les élèves se levaient spontanément et attendaient en silence l'autorisation de s'asseoir. Poser une question impertinente ou bavarder pendant le cours était impensable. Les surveillants, qu'on appelait aussi les pions, étaient des figures incontournables de la vie scolaire. Souvent étudiants eux-mêmes, ils représentaient une autorité intermédiaire entre les élèves et les professeurs. Dans leur bureau vitré au centre de la cour, ils observaient les récréations d'un œil vigilant. Être collé le jeudi après-midi, puis le mercredi après le changement de 1972, était une punition redoutée. Dans la salle de permanence silencieuse, on recopiait des lignes où on faisait ses devoirs sous leur surveillance attentive. Les bulletins trimestriels, remis en main propre lors d'une cérémonie solennelle, étaient des moments de grande tension. Ces feuillets en papier épais, où chaque professeur avait inscrit à la main ses appréciations, devaient être signés par les parents. Les conseils de classe, où se jouait le destin scolaire de chacun, étaient évoqués avec une crainte respectueuse. Les adolescents redoutaient particulièrement la convocation des parents et plus encore la réaction du père face à des résultats décevants. L'autorité parentale se prolongeait naturellement dans l'institution scolaire et vice-versa. Le déjeuner marquait une pause bienvenue dans cette journée studieuse. Pour les chanceux qui habitaient à proximité, c'était l'occasion de rentrer chez soi. La mère, souvent présente au foyer, avait préparé un repas chaud et consistant. Pot-au-feu, blanquette de veau ou poulet frites. On mangeait tous ensemble, avec la radio diffusant en fond sonore le journal de 13h sur France Inter ou RTL. Pour les autres, c'était le réfectoire avec ses longues tables en formica et ses bancs en bois. L'odeur caractéristique de la cantine flottait dans l'air. Un mélange de purée en flocons, de poissons panés le vendredi et de compotes en grands bacs en inox. Les plateaux en bakélite compartimentés accueillaient des portions généreuses mais pas toujours appétissantes. Les surveillants veillaient à ce que l'ambiance reste correcte malgré le brouhaha inévitable de dizaines d'adolescents rassemblés. Le rituel du déjeuner se terminait souvent par un yaourt nature qu'on sucrait soi-même ou un morceau de camembert qui divisait les élèves entre amateurs et détracteurs. Puis venait le temps d'une courte récréation avant la reprise des cours de l'après-midi. L'après-midi scolaire semblait souvent plus long, surtout quand le soleil brillait dehors. Les matières scientifiques ou techniques occupaient généralement ces heures où la concentration était plus difficile. Les regards se tournaient régulièrement vers l'horloge murale qui semblait ralentir à mesure que l'heure de la sortie approchait. Enfin, la sonnerie stridente libérait les élèves. Pour certains, c'était le retour immédiat à la maison pour faire les devoirs sous la supervision parentale. Pour d'autres, commençait ce temps précieux de liberté entre la fin des cours et le retour au domicile. On traînait dans les rues du quartier, on s'arrêtait au kiosque à journaux, feuilletait les magazines ou achetait des carambars et des malabars à la fraise. Les garçons s'attardaient là parfois dans les terrains vagues pour des parties de football improvisées avec un ballon en plastique. Les filles se promenaient par 2 ou 3, bras dessus, bras dessous, partageant secrets et confidences.
Les plus studieux se retrouvaient à la bibliothèque municipale, dans le silence feutré des grandes salles aux odeurs de vieux livres et de cire. Chacun devait cependant respecter l'heure du retour, fixée fermement par les parents, sous peine de sanction. Les loisirs des adolescents des années 1970 étaient d'une simplicité qui paraîtrait presque austère aujourd'hui, mais qui laissait une place immense à l'imagination et aux vraies relations humaines. Sans écran pour occuper chaque minute, on jouait dehors par tous les temps. Les jeux ne nécessitaient presque rien. Une balle en mousse pour le ballon prisonnier, une craie pour dessiner une marelle sur le trottoir, des élastiques attachés ensemble pour les filles qui sautaient avec adresse. Les garçons collectionnaient les billes, organisaient des tournois avec des règles complexes transmises oralement de génération en génération. On construisait des cabanes dans les bois avec 3 branches et un vieux drap, on grimpait aux arbres sans se soucier des échardes ou des genoux écorchés. Les vélos, souvent hérités d'un frère ou d'une sœur, permettaient d'élargir le territoire d'exploration. Sans casque ni protection, on filait sur les chemins, on descendait les côtes à toute vitesse, freinant au dernier moment dans un dérapage contrôlé qui laissait une marque noire sur la route. Le soir, quand la météo ou la saison imposait de rester à l'intérieur, les jeux de société réunissaient toute la famille. Le mille-bornes avec ses cartes colorées, le Monopoly qui s'éternisait jusqu'à ce que le plus jeune s'endorme sur la table, le Scrabble où les parents laissaient parfois gagner les enfants, ou encore la bonne paye qui enseignait subtilement la gestion d'un budget. Le rapport au temps avait une qualité particulière, presque oubliée aujourd'hui. Les journées semblaient plus longues, rythmées par des moments clairement définis. L'école, les devoirs, le dîner familial, la soirée calme avant le coucher. Les week-ends s'étiraient paresseusement sans programme surchargé d'activités. L'ennui, loin d'être considéré comme un problème à résoudre, faisait naturellement partie de la vie. Allongé sur son lit à contempler le plafond, l'adolescent laissait son esprit vagabonder, inventait des histoires, rêvait d'avenir. Ces moments d'apparente inactivité nourrissaient une créativité profonde et personnelle. On découpait des images dans les catalogues La Redoute ou Les Trois Suisses pour créer des collages fantasques. On écrivait des poèmes maladroits dans des carnets à spirale. Les filles tenaient scrupuleusement leur journal intime, confiant au papier leurs secrets les plus précieux, leurs émois, leurs rêves. Les garçons, plus pudiques dans l'expression de leurs sentiments, dessinaient des bandes dessinées héroïques ou collectionnaient méthodiquement timbres ou capsules de bière. L'attente elle-même avait une saveur particulière. Attendre une émission spéciale à la télévision, la sortie d'un disque, la lettre d'un correspondant. Ces délais, imposés par un monde moins immédiat, enseignaient la patience et rendaient chaque satisfaction plus intense. La musique représentait pour beaucoup d'adolescents un véritable refuge émotionnel et identitaire. Le transistor souvent collé à l'oreille malgré les protestations parentales permettait de capter Europe 1, RTL ou Radio Monte-Carlo où passaient en boucle les tubes du moment. Les émissions comme Salut les copains ou Campus dictèrent les goûts et les tendances. Posséder un électrophone était une richesse inestimable. On économisait pendant des semaines pour s'offrir le dernier 45 tours de Claude François, de Sheila ou de Michel Sardou. Les pochettes de disques étaient de véritables œuvres d'art qu'on exposait fièrement. Certains adolescents s'enregistraient mutuellement des cassettes, mixtapes laborieusement compilés, doigts sur la touche pause du magnétophone pour capturer juste la chanson désirée à la radio. La musique se partageait, se vivait ensemble. On invitait des amis pour écouter le dernier album analysant paroles et mélodies avec un sérieux de critique professionnelle. Les chanteurs et chanteuses de l'époque devenaient des icônes, des modèles. La désinvolture romantique de Michel Polnareff, l'énergie communicative de Sylvie Vartan, la rébellion maîtrisée de Johnny Hallyday, l'élégance de Françoise Hardy. Chaque adolescent avait son idole dont il défendait passionnément la supériorité face aux autres. La télévision occupait une place importante mais circonscrite dans la vie familiale. Loin d'être un objet personnel, le téléviseur était unique et trônait dans le salon. Son écran bombé offrait des images en couleur depuis peu pour les plus fortunés, mais beaucoup se contentaient encore du noir et blanc. Le rituel du soir réunissait toute la famille devant ce meuble imposant, véritable hôtel moderne autour duquel on disposait fauteuils et chaises. Les émissions pour adolescents étaient rares mais précieuses. Les visiteurs du mercredi avec Dorothée, L'île aux enfants et son Casimir orange, Récré à deux pour les plus jeunes. Les plus âgés attendèrent avec impatience les dossiers de l'écran ou La Une est à vous, où le public votait par téléphone pour choisir le film diffusé. Pas question de zapper ou de s'isoler avec un écran personnel, on négociait le programme en famille, on commentait ensemble les émissions, on riait au même moment devant les sketchs des Charlots ou de Coluche. C'était aussi à la télévision qu'on découvrait en direct les grands événements, l'alunissage d'Apollo, la victoire de Bernard Hinault au Tour de France ou l'élection présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Ces moments partagés créaient une culture commune, des références identiques pour toute une génération.
Le cinéma représentait une évasion exceptionnelle, un véritable événement dans la vie adolescente. Les salles obscures, souvent ornées de velours rouge et de dorures un peu passées, accueillaient les jeunes pour des séances qui marquaient les esprits. La Boum, avec Sophie Marceau, parlait directement aux adolescents, évoquant leurs préoccupations, leurs émois. Les comédies avec Louis de Funès, comme La Grande Vadrouille ou Les Gendarmes, rassemblaient toutes les générations dans un même éclat de rire. Les garçons préféraient parfois les westerns spaghetti avec Terence Hill ou les films d'aventure. Aller au cinéma était une sortie encadrée. Les parents déposaient et venaient rechercher, fixant des horaires précis. Pour les plus âgés, c'était une première expérience d'indépendance. S'y rendre entre amis, acheter soi-même son billet, choisir sa place. Dans la pénombre complice de la salle, on partageait bonbons et émotions, on se frôlait parfois la main dans le noir. Le samedi après-midi, certains cinémas proposaient des séances spéciales jeunesse avec des tarifs réduits. On faisait la queue sur le trottoir impatient de découvrir le nouveau film dont tout le monde parlait. Ces sorties, relativement rares, avaient une saveur particulière, loin du streaming à la demande d'aujourd'hui. Les amours adolescentes se vivaient avec une innocence et une pudeur qui semblent presque anachroniques aujourd'hui. Tout commençait généralement par des regards échangés dans la cour de récréation, des rougissements soudains quand l'être aimé passait à proximité. Les petits mots pliés en quatre, passés discrètement de main en main par des intermédiaires complices, contenaient des déclarations maladroites et touchantes. « Tu veux sortir avec moi ?» Réponds par oui ou par non. Ces premiers émois se concrétisaient lors des surprises parties organisées chez l'un ou l'autre sous la surveillance distante mais réelle des parents. Dans le salon transformé en piste de danse, les slows sur « Je t'aime, moi non plus » de Gainsbourg ou « L'amour avec toi » de Michel Polnareff permettaient les premiers rapprochements timides. Les couples se formaient ainsi, souvent éphémères, mais vécus avec l'intensité propre à cet âge. Se tenir la main en public représentait déjà une déclaration forte. Les baisers s'échangeaient furtivement, à l'abri des regards, au coin d'une rue ou dans un parc. Pas de sexualisation précoce, l'amour adolescent était fait de gestes tendres, d'attentions délicates, comme offrir un 45 tours soigneusement choisi ou une photo dédicacée. Les ruptures, douloureuses mais rarement définitives, se réglaient face à face ou par l'intermédiaire de confidents, sans l'humiliation publique des réseaux sociaux. Les vacances scolaires offraient de longues parenthèses de liberté, structurées différemment de celles d'aujourd'hui. Peu de familles voyageaient à l'étranger ou dans des destinations exotiques. On partait souvent chez les grands-parents à la campagne, dans une maison familiale au bord de la mer ou parfois en camping. Le départ en vacances était tout un rituel, la 504 Peugeot ou la Renault 16 familiale chargée jusqu'au toit, les embouteillages sur la Nationale 3, les aires de pique-nique où l'on déballait les sandwichs préparés la veille. Arrivés à destination, les adolescents redécouvraient une liberté différente de celle de la ville. À la campagne, on aidait aux travaux des champs ou du jardin, on apprenait à pêcher dans la rivière voisine, on explorait les greniers poussiéreux à la recherche de trésors oubliés. Au bord de la mer, les journées se passaient sur la plage à bronzer, sans crème solaire, à construire des châteaux de sable ou à jouer au ballon. Les soirées étaient simples, parties de cartes en famille, promenades digestives sur le front de mer où l'on croisait d'autres vacanciers, ou pour les plus chanceux, fêtes foraines avec leurs manèges rutilants et leurs stands de tir. Ces vacances, loin du tourisme connecté et programmé d'aujourd'hui, laissaient une large place à l'improvisation, à l'ennui créatif et aux vraies rencontres. On se faisait des amis de vacances qu'on ne reverrait peut-être jamais, mais avec qui on partageait, l'espace d'un été, des aventures inoubliables. L'adolescence étant par nature une période de test des limites, les jeunes des années 1970 avaient aussi leur propre forme de rébellion. Moins médiatisées et encadrées qu'aujourd'hui, ces transgressions avaient une dimension presque artisanale. Fumer sa première cigarette était un rite de passage quasi obligé, pratiqué en cachette derrière le gymnase du lycée ou dans un terrain vague. On se passait le précieux gitane ou gauloise sans filtre, toussant mais affectant l'expérience. Les blousons noirs, héritage des années 60, fascinaient encore par leur aura rebelle. Certains garçons adoptaient leur style vestimentaire aux grandes dames des parents. Blousons en simili-cuir, cheveux un peu plus longs que la norme, jeans serrés. La musique rock incarnait cette rébellion. Écouter Led Zeppelin, Deep Purple ou les Rolling Stones à un volume excessif était une façon d'affirmer son indépendance. Les filles, de leur côté, testèrent les limites à travers des tenues que les parents jugeaient trop courtes ou trop moulantes, un maquillage encore discret mais visible, ou des sorties prolongées au-delà de l'heure autorisée. Ces transgressions, qui nous paraissent bien innocentes aujourd'hui, se heurtèrent pourtant à un cadre parental et social encore très structuré. Les conséquences pouvaient être sévères. Punition, privation de sortie, et dans les cas extrêmes, pensionnat pour les garçons difficiles. Mais ce cadre même, paradoxalement, donnait son sens à la rébellion adolescente, lui conférant une saveur particulière que les jeunes d'aujourd'hui, face à des limites plus floues, ne connaissent peut-être plus de la même façon.
L'adolescence des années 1970 s'inscrivait dans un monde très différent de celui d'aujourd'hui, avec ses imperfections certes, mais aussi avec une authenticité et une simplicité qui suscitent aujourd'hui une légitime nostalgie. Cette époque encore préservée de l'hyperconnexion offrait un cadre où les relations humaines se tissaient directement, sans écran interposé. Les émotions se vivaient pleinement, dans l'instant présent, sans être immédiatement partagées ou commentées. L'ennui lui-même était fertile, poussant à la créativité et à l'introspection. La liberté, paradoxalement, semblait plus grande, malgré un cadre social plus strict. Liberté de jouer dehors sans surveillance constante, de faire des erreurs sans trace numérique permanente, de construire son identité progressivement à l'abri des regards. Cette adolescence à taille humaine laissait le temps de grandir, d'explorer, de rêver. Elle forgeait des adultes peut-être plus patients, plus débrouillards, plus ancrés dans le réel. En regardant ces années avec le recul que donne notre époque ultra connectée, nous pouvons légitimement nous demander si nous n'avons pas perdu, au milieu de nos avancées technologiques indéniables, quelque chose d'essentiel, cette capacité à vivre pleinement, sans filtre, avec une innocence que les adolescents d'aujourd'hui, trop vite propulsés dans un monde d'adultes, ne connaîtront peut-être jamais.